C'est l'an dernier que tout a commencé et que tout s'est achevé. Adjongui Dano lire un passage de son premier roman intitulé Prince de Kakopolis ou les larmes du destin. À travers son œuvre, l'auteur se fait l'écho des réalités existentielles de ce qu'il appelle cette Afrique nouvelle, contemporaine, singulièrement dans ses désillusions, contradictions et désespoirs du fait des politicards. Fils de son époque et passionné de lecture, Adjongui Dano n'a pas pu résister à la tentation de prendre la plume pour dire sa part de vérité. J'ai voulu écrire ce livre comme témoignage de mon époque, témoignage pour ma génération, cette génération avec laquelle nous avons connu les moments de braise, mais l'espoir est toujours permis et cet espoir-là, il est réel, il est entre nos mains. C'est à nous d'agir pour que cet espoir-là soit réel. Et ce livre-là est une invocation à la beauté de l'être humain, à la beauté de la nature, à la beauté du travail. Accueilli comme un miroir de son époque par la plupart des professionnels du livre et des amateurs de lecture, Prince de Kakopolis ou les larmes du destin a mobilisé du monde lors de sa dédicace dans une librairie de la commune de Cocody à Abidjan. Ce qui m'a le plus touché, c'est que l'écrivain pleure d'abord avant d'apporter la joie. Il vit une situation et il décrit cette situation à travers son livre. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et ce livre, Les Princes de Kakopolis, c'est un cri d'alarme que l'écrivain lance pour que ce cri puisse toucher les autres. Il y a une crise qui a déclenché en Côte d'Ivoire. Il n'est pas sorti de ce cadre et il a voulu être ce timbre de la société en portant, on dira, haut la voix du peuple. Il se veut aussi un vecteur d'union. Et c'est ce qui réellement m'enchante parce que la Côte d'Ivoire a réellement besoin d'union. Le Prince de Kakopolis ou les larmes du destin, c'est l'histoire de Kofi Adjigbo et Amani Sanko, deux princes au destin parallèle. Leur vie à Kakopolis est une véritable cacophonie. Coups de boutoir, violence, conflits, souffrance. Une histoire qui se laisse lire jusqu'aux larmes du destin. Sur une population d'environ 25 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire compte 17 millions d'abonnés à Internet, 3,5 millions d'utilisateurs Facebook et 10 millions d'utilisateurs des solutions de paiement mobile pour un volume de transactions de 17 milliards de francs CFA. Créateur de richesses et d'emplois, le digital se positionne aujourd'hui comme un véritable outil de développement. La Côte d'Ivoire est le pays en développement d'une façon générale. Il y a beaucoup de choses à faire. Or, la vocation du numérique, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de nos communautés. Et ces problèmes, tant qu'ils existent, la digitalisation ou l'économie numérique reste une priorité et une option indiscutable. Les technologies nous permettront de pouvoir rattraper notre retard ou notre gap en matière d'éducation, dans le sens où les compétences ou encore les domaines qui ne sont pas forcément enseignés traditionnellement ici peuvent être, grâce aux technologies de l'information et de la communication, peuvent être accessibles à l'étudiant ou à l'apprenant. Et en ce sens que, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'aller à Oxford, d'aller à Cambridge pour pouvoir avoir accès à ces cours-là. Inciter donc les jeunes à s'approprier cet outil de développement, c'est tout le sens de cette conférence sur les opportunités du digital pour la Côte d'Ivoire. Cette conférence interécole est une plateforme offerte aux étudiants des grandes écoles et universités publiques et privées. Moi, particulièrement, le digital m'a permis d'accélérer ma transition d'une filière à une autre. Parce que ce n'était pas évident de passer aux sciences naturelles et après exceller dans le domaine du digital. Ça m'a permis vraiment d'apprendre en ligne, d'accélérer mon apprentissage, de savoir en fait ce qui se faisait de par le monde, d'apprendre des nouveaux métiers. C'est ce qui est vraiment important, d'apprendre de nouveaux métiers et d'innover dans mon corps de métier. Panel et partage d'expériences au menu de cette conférence. Dans le secteur du numérique, la Côte d'Ivoire se positionne au 14e rang du classement des pays africains et 132e rang mondial selon l'Union internationale des télécommunications. Murs fissurés, toitures emportées, magasins quasiment inexistants. Voici ce qui reste du grand marché d'Abobo, 5 mois après l'incendie qui l'a secoué.
La zone sinistrée est dans un état vraiment très délabré. À tout moment, ça peut couler sur les gens. Parce qu'avec l'état avancé du bâtiment central qui a subi réellement l'incendie, ça c'est des risques que nous voulons éviter. Malgré le risque d'effondrement de ce marché, les commerçants y sont installés et mènent leurs activités. On prend les risques, on prie Dieu que jusqu'à ce qu'on ait des sites de recasement, que Dieu fasse que le coin soit encore solide, quoi. On a les enfants à nourrir, on a les maris à aider, donc on est obligé d'être au marché pour subvenir surtout aux besoins de nos enfants. Franchement, ça nous inquiète. Parce qu'en haut comme en bas, le mur, les dalles, tout est cuit. Nous-mêmes, on a peur, on ne sait même pas quoi faire. On leur demandait, on n'a qu'à nous montrer un coin où on peut aller installer pour vendre, pour débrouiller un peu. Jusqu'à présent, on ne nous a pas montré un coin. Donc, on est en bas des dalles là. 48 heures après l'incendie, un comité de suivi d'évaluation des travaux avait été mis sur pied pour définir un plan d'action et un chronogramme d'exécution. Ce plan d'action qui accuse du retard était prévu pour le mois de décembre dernier. Nous constatons à ce jour un retard de 2 mois dans l'exécution des travaux conformément au chronogramme. Concernant le nouveau marché, le bien-être après l'étude de la superficie du terrain, le plan robot estimant 5000 places, à savoir 4000 étals et 1000 magasins. C'est dans la nuit du 17 au 18 septembre dernier que le grand marché d'Abobo a été ravagé par un incendie. Les dégâts matériels et financiers étaient estimés à 1,5 milliard de francs CFA. Que se passe-t-il en RDC? Le 31 décembre 2017, des marches à 2 catholiques contre le pouvoir en place ont été brutalement réprimées. Et pour cause, le mandat du président Joseph Kabila s'est achevé officiellement le 20 décembre 2016. Depuis, les élections sont sans cesse repoussées. Sous l'égide de l'Église catholique, un accord encourageant avait pourtant été signé avec l'opposition pour annoncer un scrutin 1 an plus tard et mettre en place une transition. Mais voilà, les élections générales sont renvoyées au 23 décembre 2018, plongeant à nouveau le pays dans l'incertitude. Que demandent l'opposition et l'Église? Les opposants au président Joseph Kabila lui demandent de déclarer publiquement qu'il ne serait pas candidat au scrutin présidentiel prévu en décembre 2018. Les marches pacifiques prévues le dimanche 25 février dernier à Kinshasa contre le maintien au pouvoir du président de la RDC ont été interdites. Une marche organisée par le comité laïque de coordination, collectif d'intellectuels proches de l'Église catholique. Quel est le bilan de la répression policière? 6 personnes sont mortes selon les Nations Unies, 2 selon les autorités lors de marches organisées le 21 janvier 2018. Des curés en tête de cortège des églises encerclées des manifestants qui psalmodient des textes saints. Les forces de sécurité ont procédé à une vague d'arrestations. 111 personnes sont interpellées. Pourquoi cet énième report des échéances électorales? Les arguments avancés par la commission électorale pour justifier le report des élections sont connus. Il faut du temps pour l'enrôlement des électeurs, leur enregistrement sur les listes électorales et les défis logistiques et budgétaires sont immenses dans ce pays qui compte 80 millions d'habitants. Sur le plan logistique, il faut des moyens considérables, des hélicoptères pour transporter les urnes, installer les bureaux de vote. Qu'est-ce qui fait la force de Joseph Kabila? L'atout de Joseph Kabila est sa maîtrise de la scène politique congolaise, la division de l'opposition surtout depuis la disparition de son chef de file historique Étienne Tshisekedi. Le parti fondé par Étienne Tshisekedi est scindé en deux. D'un côté, le Premier ministre Bruno Tshibala qui a fait le choix de gouverner pendant la transition avec le soutien de quelques dissidents du parti. De l'autre, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne et les siens, qui estime représenter le RDPS, canal historique, et juge que Tshibala s'est auto-exclu du parti. Et après, dans son dernier rapport publié le 1er mars 2018, le groupe d'études sur le Congo, réunissant des experts indépendants, recommande au Conseil de sécurité de faire de la tenue d'élections crédibles la principale priorité de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC.
Une réforme électorale controversée a été adoptée mi-février dernier, laquelle a créé de nouveaux obstacles financiers et juridiques pour les candidats et mené un dédoublement systématique des partis de l'opposition. Le président de la commission électorale en République démocratique du Congo a annoncé que sans l'utilisation de machines à voter contestées, il ne serait pas possible d'organiser comme prévu la présidentielle censée élire le successeur du président Joseph Kabila le 23 décembre prochain.